Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très ravi de vous savoir, toujours nombreux à regarder les programmes de Canal 2 Info. C'est la soirée de l'information sur Canal 2 Info. Ce soir, au sommet de l'actualité ce soir, nous allons parler bien évidemment de Marine Le Pen qui pourrait passer 3 ans d'emprisonnement ferme et payer une amende de presque 75 000 euros. Le parquet de Nanterre vient d'ouvrir une enquête préliminaire pour diffusion d'images violentes sur son compte Twitter. Ces images du corps décapité de l'otage James Foley. La Libye, peut-être le bout du tunnel, la crise politique qui secoue le pays depuis la chute du dictateur libyen Muammar Kadhafi, avec sur la ligne de front 2 parlements et 2 gouvernements, 2 factions rivales qui ont enfin signé ce jour l'accord visant à mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Nous parlons également de la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui est envoyée devant la formation du jugement de la Cour de justice de la République pour détournement de fonds publics résultant de la négligence et commis par un tierce dans le volet politique de l'affaire d'arbitrage controversée entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Voilà pour ce qui est donc du sommaire de l'actualité. Mais nous allons marquer un petit temps d'arrêt pour parler bien évidemment des Lions indomptables du Cameroun avec cet appel en candidature qui a permis d'enregistrer près de 286 dossiers. Patrick Kissan, d'abord, bonsoir. Bonsoir à lui, Roger, et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, vous êtes un habitué de ce plateau. Ce soir, encore une actualité assez abondante. Oui, une actualité abondante. C'est au rythme du monde, c'est au rythme de l'Afrique, c'est au rythme du Cameroun. Donc, et nous sommes là pour justement scruter cette analyse, cette actualité-là, l'analyser et avoir des éléments de compréhension autant que cela soit possible pour nos téléspectateurs. Falon Tsunya, vous êtes en master en communication événementielle et publicitaire à l'université de Douala, très intéressé par des questions d'actualité nationale et internationale. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, nous allons commencer tout de suite par les Lions indomptables. Il y a quelques jours, nous parlions, n'est-ce pas, de cet appel à candidature lancé par la Fédération camerounaise de football. En 48 heures, 286 dossiers ont été enregistrés. Alors, Falon, quelle première analyse? Est-ce à dire que les Lions indomptables sont très sollicités et que chacun voudrait s'asseoir au banc de touche de cette équipe mythique? Oui, c'est vrai que les Lions indomptables sont très sollicités parce que quand on parle des Lions, c'est quand même une équipe qui a fait les succès, les beaux jeux du Cameroun passé. Et je pense que beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que cette équipe a finalement, à ce moment-ci, dérivé. On ne comprend pas. Et plusieurs personnes voudraient rehausser le potentiel des Lions indomptables. Et maintenant, je pense que c'est un défi pour tous les entraîneurs qui voudraient marquer l'histoire, de prendre en main les Lions et puis leur redonner leur réputation d'avant, comme ça, pour que ça permette non seulement à l'équipe nationale de renaître, mais aussi à cet entraîneur-là d'avoir gagné le défi que tous les Camerounais attendent. Voilà. Alors, Patrick Kissan, d'abord, 286 dossiers en 48 heures. C'est un signe d'un engouement inimaginable. Oui, lui, Roger, un engouement inimaginable. Ce sur quoi nous pouvons convenir et peut-être avoir un peu de fierté, c'est de se dire que ces Lions indomptables-là, au-delà de tous les frasques, au-delà de tous les scandales, ces Lions indomptables-là restent véritablement une espèce de mythe, hein, j'ai envie de dire. Et on peut se réjouir de ce que tous les efforts consentis par les premiers athlètes, les premiers Lions indomptables, je voudrais penser aux plus anciens, comme les Mbappé Lépée. Je voudrais revenir au niveau des générations qui ont été les générations dorées autour d'Abega Théophile, Bida Arantes, Roger Milaï Parti. Je voudrais revenir autour des générations qui ont connu Patrick Boma et très récemment, bien évidemment, Samuel Eto'o et Rigobert Benson, pour dire que tout ce travail de longue haleine-là, finalement, n'a pas été anéanti par toutes les frasques et toutes les attractions générées
par finalement l'argent, la manne que dégage ou qu'a dégagé ce football-là. Donc aujourd'hui, 256 sollicitations en 48 heures seulement, cela démontre que tout au moins sur le plan technique, les techniciens sont conscients de ce qui est un challenge et ce qui a un potentiel au Cameroun et que le Cameroun reste, quoi qu'on dise, cette terre de football, ce pays de football qui malheureusement est victime du mauvais management, n'est-ce pas, de cette équipe-là. Et j'ai envie de dire que le football ou les Lions indomptables sont justement à l'image de notre pays. Un potentiel énorme, toujours présent, mais à l'arrivée un gâchis parce que finalement, on s'en met plein les poches sur le plan individuel. On ne revient pas dans une considération de service public. On n'a pas l'amour, n'est-ce pas, de ce qu'on fait, de ce qu'on devrait faire. Et puis, les athlètes se battent et les gestionnaires s'en mettent plein les poches, détruisent l'atmosphère et jettent finalement les athlètes devant la pâture, devant la vindicte populaire, parce qu'en fin de compte, quand on voit un athlète sur le terrain, un lion indomptable qui ne nous donne pas la performance qu'on espère de lui, c'est lui qui sera lynché. On oublie très vite souvent les conditions dans lesquelles il a été encadré, le management au cours de cette équipe et peut-être même les problèmes et les scandales qui sont souvent les plus présents dans les vestiaires en lieu et place d'un discours d'harmonie. Donc, c'est à l'image du Cameroun, un potentiel attractif, beaucoup de possibilités, mais une gestion calamiteuse. Et peut-être que tous ceux-là qui aspirent à devenir des entraîneurs des Lions indomptables espèrent peut-être rectifier la barre, ou bien, pourquoi pas se faire aussi un peu de pactole, comme quelques-uns qui sont venus, ont signé des contrats, ont été limogés, ont eu gain de cause au niveau des instances de football international, et puis ont pris un autre gros pactole en guise d'indemnisation qui coûte finalement très cher aux contribuables camerounais. Alors, Fallour, il y a quand même il y a des noms qui reviennent. Par exemple, certains observateurs de la scène sportive nationale et internationale parlent d'un retour probable de Claude Leroy, qui sera la tête d'une équipe composée de Patrick Mboma et de Mam Biik. Ça, c'est l'équipe type qui circule déjà. Est-ce que pour vous, c'est un trio de choc pour conduire véritablement cette équipe nationale, ou dans votre petite boule de cristal, vous avez vu quelqu'un d'autre? Pour moi, probablement, dans un autre aspect, ça peut être un trio de choc dans la mesure où on sait qu'ils ont été là auparavant et que le football camerounais a marché et tout se passait bien et à merveille. Mais maintenant, il ne faudrait pas écarter la thèse selon laquelle les choses ont avancé. Et maintenant, on a des joueurs qui sont encore plus jeunes que ceux d'avant, qui ont un esprit différent, qui ont une manière de jouer très différente et qui ont un comportement et un tempérament assez différent. Et maintenant, il va falloir tenir en compte tous ces paramètres. Maintenant, si cette équipe, si ce trio de choc peut s'adapter aux changements actuels, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas si ce trio, puisque ça fait quand même 25 ans qu'on a parlé de Claude Leroy. Il est certes vrai que, Christian, tu as évoqué l'épopée de Patrick Mboma, d'Oman Biik, qui avait été sélectionné et détecté bien évidemment par Claude-Marie Leroy. Mais au-delà de ces noms qui arrivent, est-ce que vous entrevoyez un autre trio qui puisse faire l'affaire? Bah écoutez, lui, Roger, des trios, il pourrait en avoir, autant sur le plan local qu'à l'étranger. Mais moi, je ne vais pas m'appesantir sur la possibilité d'avoir un autre trio ou pas. Ce que j'ai envie de dire concernant cet encadrement technique, c'est que peu importe d'où nous viennent le sorcier bilan, le technicien local ou ainsi de suite, ce qui est important, c'est de voir quel est le projet, la vision que ce technicien a pour cette équipe nationale. On est bien obligé de se dire que ce soit Claude Leroy ou qui d'autres, qu'on ne le choisisse pas par rapport à une époque nostalgique ou bien par rapport à des affinités, comme il y en a souvent dans ces tractations à coup de commission ou bien à coup de reconnaissance cachée. Ce qui est important, c'est que nous puissions avoir un technicien ou des techniciens qui ont la mesure, n'est-ce pas, du potentiel de ces lions indomptables et qui savent mettre une mayonnaise qui va prendre et produire du résultat parce que nous avons des joueurs pour. Donc, peu importe d'où vient l'encadrement technique, s'il s'agit de Claude Leroy, de Patrick Mboma, de François Mambiek, ils ont le droit de pouvoir penser qu'ils puissent le faire. Ils ont d'ailleurs la légitimité de revendiquer une certaine connaissance de ces équipes-là. On ne leur refusera pas cela. Mais ce qui est important,
dans une situation où, comme celle que nous vivons aujourd'hui avec l'équipe nationale Fanion de football, ce qui est important, c'est justement d'avoir des techniciens aguerris qui ont une vision qui colle avec justement les attentes du Cameroun à la veille d'une échéance comme la CAN 2019 que nous allons préparer, et pourquoi pas celle de 2017 en attendant que nous soyons qualifiés. Donc, c'est ça le plus important. Juger cet encadrement technique sur sa capacité, sur son potentiel, son expérience et sa volonté d'amener cette équipe vers le haut. Le reste n'est que sujet secondaire. Alors, il ne s'agit pas seulement pour l'équipe de remporter les rencontres. Il y a également ce côté événementiel, ce côté d'animation, ce côté de la publicité qui importe également. Une très bonne équipe devrait également profiter d'un bon soutien en termes d'annonceurs, etc. Est-ce que vous pensez que s'il y a un nouvel encadrement technique à la tête des Lions indomptables, on peut également avoir de très bons sponsors pour ce qui est des équipements, pour ce qui est bien évidemment de l'animation même permanente des rencontres? Bien sûr, Roger, les investisseurs ou les annonceurs, ils aiment investir dans ce qui est bien, ils aiment investir dans ce qu'on regarde, ce qui attire l'attention et ce qui captive. S'ils se rendent compte que l'équipe nationale ne produit rien et que de plus en plus les personnes sont désintéressées par le football camerounais, pourquoi investir? Parce que ça, c'est un investissement à perte. Lui, il voudrait la visibilité au travers de l'investissement. Alors, il faut que ce soit une équipe qui produise, une équipe efficace, afin d'attirer les annonceurs de divers horizons. Alors, Patrick Richard, d'abord aujourd'hui, il y a comme cette bataille entre les opérateurs du secteur de la téléphonie mobile, et on sait que parmi eux, il y a un opérateur qui a toujours été l'un des sponsors officiels des Lions indomptables. Alors aujourd'hui, il y a cette bataille de leadership pour la 4G. Est-ce que ça ne va pas également influencer même au niveau du sponsoring de cette équipe nationale? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il risquerait d'avoir soit un glissement de positionnement ou alors le principal annonceur pourrait certainement disparaître? Bon, vous avez vous-même vu par le nombre de sollicitations pour être finalement sur le banc de touche des Lions indomptables, vous avez constaté que 256 sollicitations en moins de 48 heures, ça démontre à suffisance que vous avez là un filon certainement sur lequel bon nombre d'annonceurs voudraient bien s'accrocher. Dommage, parce que si on n'en a même pas un peu plus que ce qu'on a actuellement, c'est certainement parce que la gabégie dans la gestion, l'image toujours froissée de cette équipe nationale pourrait amener certains annonceurs à éviter quand même de se faire écorcher dans ces scandales à répétition. Bon, pour ce qui est de ces opérateurs que vous avez cités, je ne pense pas que leur ancrage, n'est-ce pas, dans cette technologie 4G que vous évoquez, peut avoir une grosse incidence, parce qu'il me semble que les gros opérateurs comme ceux-là ont souvent des positions budgétaires, des visions et parfois négocient sur l'année un certain nombre d'engagements, parfois sur des périodes triennales ou quinquennales, peut-être même un peu plus. Bon, mais je pense que les deux opérateurs, chacun à son niveau, essaie de tirer profit, n'est-ce pas, de la manne que représente le football en général et les Lions indomptables en particulier. On a souvent vu, dans des cas de circonstances, les deux se discuter, même à l'échelle continentale, n'est-ce pas, des sponsoring, même au niveau de la CAF. On a vu, c'était d'abord MTN avant le mondial, c'était les CAN, le mondial, et puis Orange a repris les CAN Orange. Dans ce contexte-là, on peut dire que c'est de bonne guerre pour non seulement l'image de ces entreprises, mais aussi pour leur proximité dans le devoir, qu'on va dire peut-être social. Je ne sais pas si c'est social simplement, mais c'est aussi la responsabilité de ces entreprises-là d'accompagner les différents mouvements qui participent de la dynamisation, n'est-ce pas, de l'espace public. Bon, après, il n'y a pas que les Lions indomptables dans la matière du football. Le vivier, c'est souvent le football local, même si de plus en plus, on s'expatrie un peu trop. Mais ce dont on peut être certain, c'est que le combat qui se passe entre ces opérateurs peut aussi se retrouver au niveau des Lions indomptables, parce que celui qui aurait finalement la capacité de dénicher le partenariat avec les Lions indomptables, surtout quand ça marche sur le plan des résultats, il me semble que son image est davantage dans une proximité avec les Camerounais qui, quoi qu'on dise, même s'ils décrivent les performances des Lions indomptables, restent névralgiquement attachés à cette équipe. La preuve, dès qu'il y a un remous, c'est toute la population qui se réclame, en termes de 20 millions de Camerounais, un peu plus que nous sommes, qui se réclament des coachs de ces Lions indomptables. Donc, c'est tout à l'intérêt des annonceurs
de finalement coller leur image aux Lions indomptables. Il n'y a pas que ces opérateurs-là. D'ailleurs, je ne vais pas citer le nom de la firme qui fait l'appui et le beau temps, notamment même au sujet de cet encadrement technique. Cela a souvent été le cas, où à coup de milliards, finalement, les marques de sport se disputent aussi le sponsoring des Lions indomptables. C'était Adidas, c'était Nike, c'était Puma. Donc nous sommes dans une dynamique où l'image, le label Lions indomptables a transcendé les frontières du Cameroun. Dommage, dommage, parce que malgré ce que nous avons aujourd'hui, on a l'impression que s'il y avait une saine image, une saine gestion de l'image des Lions indomptables, peut-être que le Cameroun aurait pu s'en sortir avec 10 fois plus, pourquoi même pas plus, que ce qu'il a aujourd'hui des retombées financières autour des Lions indomptables. C'est encore une fois de plus le lieu d'interpeller la gestion et l'encadrement même de l'image de ce label que représentent les Lions indomptables. Et sur le plan marketing, je suis d'accord avec vous, c'est un filon qu'on n'a malheureusement pas la possibilité d'exploiter ou bien qu'on ne veut pas exploiter parce qu'on préfère exploiter les couloirs des commissions. Alors les exploiter à des fins personnelles. Voilà. Merci. On rappelle qu'une assemblée, un comité exécutif de la Fédération camerounaise de football est donc prévu demain, certainement, pour désigner l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, si ce n'est pas déjà connu, parce que rien ne se cache finalement au Cameroun. Il faut également saluer cet accord qui a été donc signé ce soir et qui est un accord très très attendu par l'Organisation des Nations Unies, à savoir cet accord entre les différentes factions en conflit en Libye. Il y avait 2 gouvernements, 2 parlements. Ces 2 factions ont décidé donc de fumer le calumet de la paix. La signature est là et ce qui est attendu, c'est un gouvernement d'union nationale. Alors, Fallon, vous avez également suivi cette actualité. Est-ce à dire que c'est pratiquement le bout du tunnel pour ce qui est de la Libye? Nous l'espérons tous que ce soit pratiquement le bout du tunnel avec tout ce qui se passe en Libye. Mais maintenant, pourquoi est-ce que les négociations pour cet accord ont été effectifs à partir de ce moment? Pourtant, on savait qu'on pouvait le faire un peu plus tôt et éviter tous les crimes, éviter tout le désordre qui se passe en Libye. Il a fallu maintenant que les islamistes s'approchent du pétrole libyen pour qu'on commence à chercher les sorties de crise, les solutions possibles pour les éloigner. Moi, je pense que c'est pour éloigner les islamistes qui étaient en train de voler le pétrole libyen, d'après eux. Mais maintenant, cette solution aurait pu être effective plus tôt afin que beaucoup de cas de mort soient éviter. Voilà. Alors, Patrick Christian Tobo, on attendait cet accord depuis longtemps. Il y a eu d'ailleurs un premier médiateur de l'ONU qui n'a pas réussi, Bernardino Léon, qui n'a pas réussi, et un autre qui est arrivé. Et quelques jours après, c'est la signature de l'accord. Finalement, qui a travaillé pour cet accord, l'ancien ou celui qui vient d'arriver? Bah, écoutez, quand Bernardino Léon s'en allait, il avait des griefs contre lui, notamment certains membres des 2 gouvernements lui reprochaient le fait d'avoir pris fait et cause, n'est-ce pas, pour la partie adverse. Et ça n'était pas de bon ton pour ramener les uns les autres autour d'une table pour fumer le calumet de la paix. Mais on n'a véritablement pas, au regard de quelques informations qui parviennent, on n'a véritablement pas avancé sur la question. C'est vrai que j'ai bien aimé la tournure de Fallon tout à l'heure quand elle évoquait cet empressement qu'on semble mettre aujourd'hui sur la question parce qu'on se plaint ou on a le risque de voir Daesh s'emparer des puits pétroliers. Ce désordre-là, il est comme une gangrène et on a vu comment la gangrène a commencé à s'étendre jusqu'à prendre pratiquement tout le corps de la Libye. On aurait pu éradiquer cette gangrène dès le départ. Aujourd'hui, on est obligé d'amputer la Libye. On ne sait même pas quel est le membre qu'il faut amputer, tellement la gangrène, c'est comme une espèce de cancer qui a pris finalement tout le corps. Et il est difficile maintenant d'appliquer une thérapie. La preuve, cet accord auquel vous faites allusion, avant même d'être signé, est déjà l'objet d'une paume de discorde. Le gouvernement de Toubrouk, qui est reconnu par les Occidentaux, opposé à celui de Tripoli, qui était quand même la capitale de cette Libye prospère et toute calme de l'ère Kadhafi, s'oppose. Malgré le fait que quelques membres de ces 2 gouvernements ont signé, les 2 chefs des parlements de ces gouvernements ne le
finalement, ne l'entérine pas. À quelques heures après, c'était déjà annoncé. Donc, le mal est profond. On a l'impression que tant que les puits de pétrole libyens étaient exploités par les Occidentaux, le mal pouvait aller jusqu'où il voulait. Maintenant que Daesh semble vouloir lui aussi sa part du gâteau pour continuer de financer ses actions macabres, là on se précipite à vouloir mettre sur pied, on va dire un accord, même si c'est un accord qu'on s'est vicié, biaisé, et la preuve en est qu'on a fait tout cela sans avoir un accord qui dégage le consensus. Et ici, c'est très dangereux. Ça ne sert à rien d'avoir un accord mal ficelé, un accord qui va davantage ramener sur le terrain, n'est-ce pas, les divergences de ces différents groupes. Il me semble qu'il est quand même temps qu'on revoie la stratégie en Libye, parce que au-delà de ces questions sur la manne pétrolière, il n'y a que Daesh est solidement en train de s'implanter en Libye, et ce ne sera pas une menace simplement pour le continent africain, mais ce sera une menace aussi pour les Occidentaux, parce que je vous rappelle, il n'y a pas plus de 400 km entre les côtes libyennes et les côtes d'un pays comme l'Italie. La Grèce aussi va en souffrir, et finalement, toute l'Europe aura la bombe atomique, je vais dire la bombe terroriste, n'est-ce pas, à ses portes. Alors, ils ont 4 jours pour véritablement mettre sur pied ce gouvernement d'union nationale. Alors, 4 jours, c'est assez suffisant, Fallon? Je ne pense pas que 4 jours soient assez suffisants lorsque le gouvernement dit légitime et l'autre de Tripoli s'oppose déjà même à ce traité-là. Donc 4 jours ne sera pas suffisant pour résoudre ce problème. Donc il faut éviter, Patrick Christian, d'abord que la Libye aujourd'hui ne soit comparée à la Syrie. Mais c'est tout le mal qui est craint de ce côté-là. Et au rythme, n'est-ce pas, des migrations de ces terroristes vers la Libye, au rythme des actions que le groupe commence à mener en Libye, on est bien en droit de penser que c'est une espèce de no man's land, encore que du côté de la Syrie, on a encore l'armée de Bachar al-Assad qui tient bon. Mais en Libye, qu'est-ce qui va faire le point? Déjà, entre les deux gouvernements de ces deux régions, on se bagarre. Mais qui viendra donc combattre Daesh? Daesh va s'implanter. Et ce n'est pas la Libye seulement qui va en souffrir. Malheureusement, ce sera difficile. On a déjà vu l'Égypte commencer à payer des frais. On a vu la Tunisie. Les voisins les plus proches commencent déjà à subir les frasques, n'est-ce pas, de cette proximité avec ce foyer où finalement Daesh est en train de vouloir s'implanter. Donc, il me semble véritablement que nous sommes dans une situation où, si on continue de jouer à ce jeu qui nous a déjà conduit à cette situation, la situation sera encore plus grave. Alors, Fallon, si on comprend bien, c'est qu'il faudrait que Daesh essaye de faire le tour de l'Afrique partout où il y a eu des petits conflits pour que, immédiatement, les deux factions rivales se retrouvent autour d'une table. C'est justement ce qu'on est en train d'observer un peu partout. Il a fallu que les Daesh s'en mêlent en Syrie pour qu'on voie les États-Unis et la Russie se mettre autour d'une table. Il a fallu qu'ils s'en mêlent en Libye pour qu'on voie la communauté internationale se précipiter pour qu'il y ait une sortie de crise. Pourtant, c'était des problèmes qu'on aurait pu éviter depuis le départ. Mais comme l'a bien dit Christian, on a laissé que la gangrène prenne tout le corps, et parce qu'à un moment, ça a commencé à être comme un obstacle aux intérêts personnels de certains de ces États, qu'ils ont maintenant voulu prendre le problème en main et apporter des solutions très rapides à ce problème qui nécessite encore beaucoup de temps. Ce problème qui nécessite encore beaucoup de temps. On va parler également ce soir de Marine Le Pen avec ses tweets. Il y a quelques semaines, elle échappait encore de justesse à la justice française. Cette fois-ci, elle a posté sur son compte Twitter les photos d'un otage décapité, ce qui a choqué et bouleversé la planète. On sait que Marine Le Pen, ce sont ses habitudes, elle aime bien ça, elle aime provoquer, mais aller jusqu'à dire c'est ça Daesh pour signer ces images, c'est quand même assez osé, Fallon. C'est vrai que c'est très osé,
surtout dans un contexte où quelques semaines avant, il y a un ministre qui accusait déjà le Front National d'avoir des affinités avec Daesh. Ces photos étaient très osées. En plus que ça, pour une personnalité comme Marine Le Pen, ça fait de la propagande aux terroristes. Et en plus, prendre une image assez choquante comme ça pour dire c'est ça Daesh, je ne pense pas que le moment a été bien choisi pour ce type de comportement. Alors, Patrick Christian, vous partagez cet avis ou vous poussez la réflexion un peu plus loin? Bon, écoutez, on peut pousser la réflexion un peu plus loin, mais on doit quand même tenir compte des circonstances de cet incident. Parce que quand il y a mort d'homme, surtout que les parents de ce jeune journaliste, James Foley, sont encore vivants, la douleur n'est pas encore effacée. Et du côté des États-Unis, cela a d'ailleurs suscité une réaction choquée, n'est-ce pas, de la part de ces parents-là. Alors, il faut simplement comprendre que Marine Le Pen, en tout cas c'est le discours officiel hein, de ses intentions jusqu'ici, n'a pas supporté qu'au cadre, n'est-ce pas, du Parti républicain, compare le Front National à l'organisation terroriste, l'État islamique et Daesh notamment. Donc, et c'est dans cette réaction-là qu'elle dit avoir voulu poster cette image pour démontrer à quel niveau la barbarie se situerait dans le camp de Daesh. Donc c'était une réaction, en tout cas c'est son discours officiel, par rapport à ces propos de ce haut cadre, n'est-ce pas, républicain de la droite, qui comparait le parti de Marine Le Pen à Daesh. Dommage, c'est bien choquant, dommage que les stratèges autour de Marine Le Pen, sur le plan de la communication, je le dirais, on ne communique peut-être pas sur des éléments macabres de la même façon qu'on communique sur les produits qu'on veut vendre. Je parle sous le contrôle de Fallon, qui en est à sa spécialisation dans le domaine. Mais il est certain que l'image que cela démontre du Front National est davantage une image qui s'éloigne un peu de l'humanisme, n'est-ce pas? Et on a cru comme ressenti, d'ailleurs le tollé que cela a suscité dans la classe politique française, voudrait simplement dire qu'il n'y a pas de compassion face à la mort d'un homme, il n'y a pas finalement de respect pour tous ceux qui perdent la vie dans ces actes macabres de Daesh. Eh bien, seulement il faut constater aussi, et moi c'est peut-être la question que je me suis posée, c'est une photo, elle a bien dit, qui est disponible sur les réseaux sociaux. C'est peut-être parce qu'elle a une casquette politique et une personne qui peut influencer sur le plan moral et sociétal que cela lui revient comme ça à la face. Qu'est-ce que la justice française va dire? Vous avez évoqué quelques peines qu'elle pourrait encourir là-dessus. Cela va dépendre de sa capacité, avec ses lieutenants, à démontrer qu'elle n'était pas dans une démarche comme celle-là. On a beaucoup de doutes quand même, on reste sceptique quand on sait que Marine Le Pen, au-delà de la casquette et du moule, de la belle représentation qu'elle est, du charme qu'elle dégage dans l'espace politique français, on sait très bien qu'elle a conscience que le fond politique que son père lui a laissé demeure la provocation. Cela a souvent été un champ de prédilection du Front National. Maintenant, il va falloir pour elle démontrer avec ses partisans que ce n'était pas un nouvel acte de provocation. Et surtout que Marine Le Pen a été relaxée mardi par le tribunal correctionnel de Lyon. Elle avait également été jugée en 2010 pour provocation à la discrimination et à la violence après avoir comparé les prières de rue musulmanes à une occupation nazie. Cette fois-ci, elle court un emprisonnement ferme de 3 ans avec des amendes de 715 000 €, si l'on s'en tient bien évidemment à cette enquête préliminaire qui a été ouverte ce jour par le tribunal de Nanterre. Et on va poursuivre également avec notre dame, une autre Française également qui amaille à partir avec la justice. Elle, c'est la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui devrait répondre de ses actes devant le tribunal. Elle qui, en son temps, du temps a été ministre de l'économie, avait permis à un certain Bernard Tapie d'empocher 404 milliards d'euros. Oui, c'est vrai que c'est une question assez préoccupante, lui, Roger. Mais dans ce cas, je comprends une chose, que la corruption n'est pas un mot qui mine seulement l'Afrique,
comme on a voulu bien nous le faire croire. Maintenant, depuis un certain temps, l'Europe va de scandale en scandale à ce qu'il s'agit de la corruption. Présentement, on n'est pas encore sorti du cas de corruption de la FIFA, que celui de Christine Lagarde revient sur le tapis. Maintenant, on se dit, mais eux qui nous accusaient tout le temps, vous êtes des gros bandits, vous êtes des gros voleurs, mais justement, on voit là que ce sont eux qui nous ont appris à voler, parce que eux, ils ne sont pas épargnés de ce fléau-là. Maintenant, pourquoi nous montrer un doigt accusateur lorsque nous-mêmes aussi, nous leur demandons maintenant des comptes sur de grandes questions économiques qui concernent pas seulement leur pays, mais qui concernent des organisations internationales. Là, ça commence à remettre en cause la crédibilité de certains hauts dirigeants ou de certaines hautes personnalités qui dirigent ces organismes-là. Et on se dit, bon sang, si ce sont eux qui le font, où est-ce qu'on va? Voilà, et la question est très bien posée. Alors, Patrick Christian, d'abord, Christine Lagarde, qui sous Nicolas Sarkozy avait facilité, bien évidemment, cette opération financière. Et aujourd'hui, elle doit répondre de ses actes, puisque Bernard Tapie également est sommé de rembourser l'argent perçu. Oui, ça fait un peu plus de 3 semaines, un mois par là, qu'on savait déjà qu'il était demandé à Bernard Tapie dans son litige qu'il opposait au Crédit Lyonnais, n'est-ce pas, de rembourser les 400 millions d'euros qui lui avaient été versés dans l'arbitrage qu'avait alors mené Christine Lagarde sur la question dans finalement cette affaire du rachat de la firme Adidas. Bernard Tapie, dans un premier volet, avait perdu, n'est-ce pas, la cause. Et puis, dans une nouvelle évaluation de l'affaire, dans un nouveau rebondissement de l'affaire, il avait eu gain de cause et puis l'affaire est allée en arbitrage et il s'en est sorti avec le pactole qui aujourd'hui est querellé. Alors il faut peut-être préciser que Christine Lagarde, l'actuelle patron du Fonds monétaire international, n'est pas celle qui avait initié cette affaire. C'est quand elle est arrivée à Matignon, justement, qu'elle a retrouvé cette affaire. Elle a retrouvé cette affaire et elle a donc, je m'imagine bien, sous les consignes politiques du président de la République de lors, qu'elle a diligenté cette affaire. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que sous Sarkozy, on reconnaît quand même que le président de la République française, à cette époque-là, Nicolas Sarkozy, avait des affinités avec des hommes d'affaires. On l'a vu, n'est-ce pas, sur les espaces privés avec des hommes d'affaires. On ne va pas citer Bouygues, il y a Tapie. Cette affaire de Tapie a connu une issue favorable pour Tapie pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, alors qu'avant, ça n'était pas le cas. Donc, il y a parfois cette connivence-là. Je ne sais pas s'il faut appeler ça corruption, mais il y a ce conflit quand même d'intérêts dans les relations d'hommes politiques avec les hommes d'affaires. Et c'est ce qui est arrivé pour le cas de Bernard Tapie, qui a souvent laissé des casseroles sur le plan de la morale. On se rappelle bien l'affaire des matchs truqués avec l'Olympique de Marseille, qui lui avait valu en son temps d'être débarqué, n'est-ce pas, des affaires du football. Pourtant, on aimait bien le Marseille de Bernard Tapie avec les Joseph-Antoine Bell, les Chris Waddle, les Abedi Pelé. C'était la belle époque, hein. On ne va pas s'en priver, Jean-Pierre Papin, mais au finish, c'était par la petite porte qu'il est sorti de cette histoire. Aujourd'hui, il dit qu'il est ruiné. Comment est-ce que cette histoire va se faire? On a Christine Lagarde qui, du haut de son statut de président, de directeur général, autant pour moi, du FMI, devra revenir en France pour se présenter devant la justice. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'elle ne soit proposée par Nicolas Sarkozy comme directeur du FMI, cette affaire était déjà pendante. Donc le FMI le savait, elle le savait, mais toutes les parties ont décidé de lui faire confiance, n'est-ce pas? Donc ça n'est pas quelque chose de nouveau qui va chambouler peut-être sa perception, son image au niveau du Fonds monétaire international, mais c'est peut-être l'issue de cette procédure réouverte en justice qui peut changer la donne si son mandat n'est pas encore achevé avant la fin de cette procédure. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ça sent quand même du roussi dans cette histoire. Même si quelques analystes pensent que le PS voulait régler son compte à quelques amis, n'est-ce pas, de la droite qui ont profité de quelques faveurs. Christine Lagarde, vous le savez, était bien appréciée de Nicolas Sarkozy. Et donc, dans ce jeu politique-là, à quelques mois seulement de l'échéance présidentielle,
tous les coups sont permis, lui, Roger, il faut le savoir. Donc, la droite, tant qu'elle peut engranger des points, présenter une image désastreuse de la droite qui serait plongée dans des affaires de corruption, c'est de bonne guerre. Maintenant, il va falloir le démontrer et je suis sûr qu'en face, on va aussi devoir se défendre. Voilà, je rectifie qu'il était question de 404 millions d'euros. Tout à l'heure, je parlais de milliards. Il est bien vrai qu'au Cameroun, c'est toujours en termes de milliards que les détournements se font. Donc, il est question de 404 millions d'euros dans le cadre donc, du jugement de l'affaire du Crédit Lyonnais. Vous l'avez si bien relevé, Patrick Christian d'abord. Mais il faut également signaler qu'il y a quand même des similitudes chaque fois lorsqu'il y a un Français qui est la tête du Fonds monétaire international. On a également connu l'affaire Strauss-Kahn et c'est toujours à des périodes d'élections présidentielles. Alors, Fallon, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ça, hein, la méthode française de remercier ceux-là qui ont servi la patrie en les déshonorant ou en créant des petits scandales qui vont les mettre à mal? Ce n'est pas ça la façon de les remercier, mais moi je pense que ça c'est la façon pour les mettre au jeu, parce qu'à un moment on se rend compte qu'à l'approche de la présidentielle, ils représentent un obstacle pour le pouvoir en place. Voilà. Alors Patrick, ici d'abord, Christine Lagarde, Fonds monétaire international, une petite affaire avec Bernard Tapie, Strauss-Kahn avec cette fille d'hôtel et la suite on la connaît. Ben, écoutez, c'est de bonne guerre, je le disais encore à l'instant. Lorsqu'on s'approche de cette fatidique échéance présidentielle en France, chacun des cas aiguise un peu, n'est-ce pas, ses outils pour mettre à mal au maximum possible les potentiels adversaires ou bien les piliers du camp adverse. Mais ce qu'on peut retenir, même si c'est avec un ton un peu comique pour détendre un peu l'atmosphère, c'est que de ces deux cas de figure, les socialistes seraient jouissifs et les militants de la droite, quant à eux, seraient des corrompus. Donc la France aura à choisir entre les deux facettes que ces scandales-là nous révèlent. Merci Patrick Christian d'abord de relever avec beaucoup d'humour ces deux factions qui gouvernent aujourd'hui la France. Alors, il y a également eu cette conférence de presse de Poutine, qui est une traditionnelle conférence de presse où le président de la Russie a essayé d'harmoniser un peu sa vision avec les États-Unis, avec l'Ukraine. Il a un peu mis un peu d'eau dans son verre, mais il est resté ferme avec la Turquie. C'est dire que la guerre reste encore ouverte avec la Turquie, Fallon? C'est vrai que la guerre reste encore ouverte avec la Turquie parce que dans ses propos, il disait encore ceci, il va chercher à savoir à qui profite le pétrole volé et enrôlé. On se rend compte que pendant sa conférence, il n'a cessé de marteler la Turquie. Et il montrait encore un doigt accusateur vers la Turquie lorsqu'il s'agissait de l'avion russe qui avait été bombardé. Et pour lui, la Turquie avait trahi la Russie lorsqu'on sait qu'il s'était mis d'accord sur un certain nombre de faits et là, il se sentait poignardé par le dos. Voilà. Alors, Patrick Christian, d'abord, une analyse assez froide hein, de ce discours tenu par Poutine à l'occasion de cette conférence annuelle. Ben, écoutez, Poutine, le flingueur, est resté égal à lui-même. L'ancien membre du KGB, l'ancien patron du KGB, aujourd'hui à la tête d'un pays à qui il veut redonner toute la fierté de cette URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, qui avait ce grand KGB à la tête duquel il trônait. Donc Poutine reste dans cette démarche-là. Il fait bouger les lignes, il faut le reconnaître, dans les relations géostratégiques de ce monde. Mais à côté, Poutine reste ce qu'on peut appeler comme un allié fidèle et loyal. Il ne lâche pas ses amis. Et dans le cas d'espèce, il en a contre la Turquie parce qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu atteinte à ce qui est considéré comme des éléments de fierté de cette puissance russe. Un avion abattu, deux pilotes finalement éjectés, un abattu. Donc pour Poutine, c'est une affaire nationale. Et tel qu'il a présenté le problème, s'il recule d'un seul pas, sans apporter des éléments qui pourraient calmer l'opinion publique qu'il a déjà surchauffée en Russie, l'instinct patriotique nationaliste est revenu à la charge et il s'en sert. C'est comme le carburant de son moteur maintenant pour mener sa machine vers l'avant.
Donc, on a vu un Poutine dans cette conférence habituelle de fin d'année mettre un peu de vin dans le moulin, dans son vin, vous l'avez dit, avec l'Ukraine, où il envisage une solution politique. C'est bon, avec les États-Unis. D'ailleurs, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a reçu John Kerry. On voit que de plus en plus, les États-Unis ont la main tendue, la Russie aussi fait le pas. On est de plus en plus en train d'aller vers un consensus, une solution politique qui sera acceptée de tous pour la Syrie, même si quelques pays occidentaux dépourvus de force continuent de penser que Bachar al-Assad n'est pas incontournable. Il me semble que les États-Unis de plus en plus intègrent cette position que la Russie a toujours eue depuis le début de ce combat. Donc, Poutine, en s'adressant dans cette conférence de fin d'année habituelle, a marqué finalement son caractère intact et sa logique. Il est dans sa logique depuis le début de cette crise et il gère les positions de la Russie sur les questions de conflit du monde dans lesquels ils sont impliqués avec une constance. On voit un Poutine qui ne change pas, il ne vacille pas, il ne va pas à gauche. Il donne comme l'impression d'avoir un objectif précis, rivé, et lui, le flingueur, j'ai envie de dire, mesure bien sa cible et a envie de l'atteindre. Donc, il est froid, il est imperturbable et il est dans sa lignée et rien, nous semble-t-il, ne pourrait l'empêcher d'atteindre son objectif. Comme nous avons déjà atteint notre objectif, c'est terminé pour cette édition de la soirée de l'information sur Canal 2 Info. Retrouvons-nous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous très bien. Merci, Monsieur Zidane, d'être venu ce soir.